Ce qui nous sépare, ce qui nous relie. On pense toujours, plus ou moins, je crois, à un nouveau frais, en séparant des éléments pour opérer de nouvelles connexions. Ce travail coûte. L'expression « un nouveau frais » le rappelle, car il se fait souvent à tâtons, à l'aveugle. On se laisse rebondir de mot en mot, on suit des bifurcations, on avance au risque de l'impensé, de l'informe. On essaie de bricoler une description neuve du monde qu'on a sous les yeux. Séparer et lier, ce sera en quelque sorte le moteur à deux temps de la pensée, ou alors comme un cœur, systole, diastole. Mais la langue, pour dire cela, n'est pas transparente. Vivante et non pas fossile, elle dit même parfois autre chose que les mots utilisés. Par exemple, dans « ce qui nous sépare », la formule, pour moi, elle sonne de manière un petit peu contradictoire. Au moment de dire la séparation, la syntaxe ne nous laisse pas d'autre possibilité que de redire l'union. Elle ne nous permet que de redire le « nous » au moment même où il n'y en a plus, alors même que ce « nous » est en train de fondre. On continue d'être ensemble dans la phrase, alors que les corps ou les pensées sont à distance. Au moment où on constate la séparation des corps ou des esprits, la langue résiste et continue à les relier. À ce moment-là, pour moi, ce qui est à nu, c'est la puissance mélancolique du langage, qui essaie de fixer à contre-courant de tout, désespérément. Il y a dans la langue, comme dans une certaine pratique de la photographie, le désir de fixer ce qui passe, de revenir sur l'éloignement, de maintenir ensemble au présent. Ça se joue aussi dans ce qui nous relie. Ici, c'est comme si le pronom allait plus vite que le verbe. Il rend le verbe presque inutile. Le pronom a déjà tout dit. Les êtres et les choses sont déjà reliés avant même le verbe. Bref, dans les deux cas, le pronom est en lutte avec le verbe, c'est-à-dire peut-être avec l'action ou avec l'événement. Parce qu'il désigne ce « nous », un couple formé hors du temps, hors des accidents, des contingences, je me dis que la syntaxe académique cherche à consoler du désordre des corps, des cœurs, du hasard, des événements. Ce « nous », c'est un peu les doigts croisés dans le dos quand les enfants se sentent obligés de promettre des choses à quoi ils ne veulent pas être tenus. C'est savonner la planche de l'angoisse qu'on nous charge de décrire. Quelque chose nous sépare, mais rien ne peut nous séparer. La tristesse ne serait pas une option. En janvier 2015, donc, j'ai découvert Pointe-Noire au Congo dans le cadre d'un projet théâtre avec des lycéens d'un quartier périphérique. C'était un projet magnifique, émouvant, que j'ai réalisé avec le poète Pierre Parlant, ici présent, à qui je peux donc un peu dédier ce temps de parole. Et au cours des 3 semaines passées sur place, le conseiller culturel français, donc Franck Patillot, m'a fait connaître une ONG franco-congolaise, la mal nommée Asie. Action de solidarité internationale est une petite ONG qui a été créée en 1986 et qui vient en fait au secours des filles vulnérables. C'est vraiment l'expression consacrée, c'est presque le second nom de cette ONG. Ces filles vulnérables, ce sont des mineurs que les équipes de maraude ont approchés les soirs de maraude dans les lieux de prostitution et qu'elles ont su convaincre de l'intérêt pour elles de fréquenter le centre Asie dans le quartier de Tiétié, donc un autre quartier périphérique, avec leur enfant, puisque toutes ces jeunes femmes sont sélectionnées justement principalement sur ce critère, elles sont déjà mères. Pour y suivre dans un premier temps des cours d'alphabétisation, des cours d'hygiène. Ensuite, si elles se montrent assidues, si elles voient bien l'intérêt de ces cours pour elles, la seconde année, l'ONG leur trouve un stage en entreprise. Ces entreprises, ce sont systématiquement des ateliers de couture, de coiffure et de soudure. Et enfin, dans un troisième temps, la troisième année, l'ONG monte avec elles une sorte de projet professionnel personnel, c'est-à-dire les aide à justement trouver les moyens de créer leur propre atelier de coiffure, de couture, etc. L'idée, au terme de ces 3 années, c'est évidemment qu'elles deviennent autonomes financièrement et qu'elles n'aient plus besoin de la prostitution pour survivre. À l'initiative donc d'Asie et du conseiller culturel, je suis donc revenu ensuite à Pointe-Noire, 6 mois plus tard, pour 3 semaines, et à nouveau, donc en janvier de cette année, 3 semaines encore.
L'idée, c'était d'animer un atelier d'écriture avec ces jeunes femmes pour les amener à parler, c'est-à-dire à parler en fait de leur propre vie, de leur expérience, de leur parcours. Et évidemment, l'idée derrière encore, c'est d'en parler, c'est-à-dire de peut-être faire que la honte s'exprime moins et qu'elles arrivent à assumer leur histoire, que peut-être ça les regonfle un petit peu narcissiquement. J'ai dit que c'était un improbable atelier d'écriture parce que ces très jeunes femmes, donc la plus jeune par exemple avait 14 ans et la plus âgée 19, elles ont presque toutes quitté l'école aux alentours de 13-14 ans, donc il y a un truc de déscolarisation là qui est très très net, et une seule a obtenu son bac il y a 1 mois, mais après avoir été déscolarisée pendant 2 ou 3 ans. Donc l'écrit n'est pas du tout leur point fort. Et c'est encore moins le moyen et le lieu qui permettra d'approcher l'intime et ce qui vibre en elles à vivre dans la rue où elles se prostituent, ou parfois elles dorment aussi. Il se trouve que la langue française non plus n'est pas ce moyen ou ce lieu, mais c'est la seule qui nous relie, car évidemment, car malheureusement, je ne parle pas et je ne comprends pas non plus le Kituba, qui est la langue qu'elles utilisent entre elles presque tout le temps. Or, évidemment, les choses sont un peu différentes en Afrique de ce qui peut se passer dans l'Hexagone pour des locuteurs français, puisque au Congo, le français est évidemment la langue de l'État, de l'administration, de la police. Il est donc utilisé par des journalistes et des fonctionnaires corrompus qui vous font prendre des vessies pour des lanternes et des dictateurs comme Denis Sassou Nguesso pour des démocrates. Ce français-là, qu'on pourrait dire celui de la France-Afrique, ne se tramera que de silence et de malentendus, dès que l'on voudra s'en servir pour parler justement d'une expérience intime, dès qu'on voudra s'en servir pour parler des vexations que l'on peut subir à vivre comme ça dehors et à se prostituer. D'accord, c'est la langue qui relie les locuteurs des différentes langues tribales propres au Congo. D'accord, c'est la langue qui relie aussi tous ces locuteurs à l'espace francophone, donc on pourrait imaginer derrière que ça étend les possibilités, mais en fait c'est un lien lâche, un lien mort, comme on parle des fois d'un regard vide ou d'un regard absent. Ce lien ne véhicule pas les battements du cœur, les sentiments, les expériences dures qui pourraient mettre à mal le dégueulasse ordre social. Pour écrire ou dire l'intime en français, il faudrait donc, pour ces jeunes femmes, désamorcer, débrancher, désactiver la fonction de contrôle qui est dans le français au Congo, et la fonction normative, celle de l'école, de l'administration. Il faudrait séparer dans la langue pour retrouver des possibilités expressives, pour retendre des liens entre ce qu'on vit et les possibilités d'expression. Ou déjà, il faudrait déjà arriver à se montrer capable d'une écoute subtile pour entendre dans le discours d'une fille mère de Pointe-Noire des splendeurs qu'on allait corriger comme n'importe quel petit flic de la langue. Car oui, les fautes d'Indoura, par exemple, fourchant plusieurs fois, à l'écrit pourtant, et c'est ça qui est intéressant, sur le mot « souvenir », ces fautes, je vais d'abord vouloir les corriger au moment de retranscrire sa réponse à la question « Quel est ton plus beau souvenir ?» Et là, je suis obligé de préciser que le texte d'Indoura, quand je me suis retrouvé avec sa feuille manuscrite et donc à vouloir le retranscrire à l'ordinateur, évidemment, je ne l'ai pas passé à voix haute. Et donc ces fautes-là, vous allez les entendre et vous allez tout de suite tilter, mais moi, je les lisais simplement, je ne les entendais pas. Et je les trouve très très belles. Vous allez entendre le mot « souvenir », ce qu'elle en fait. Mon souvenir, c'est le moment pour tout le monde de voir arriver l'équipe mobile avec maman Vivi et maman Suzy. C'était bien pour moi parce que je ne savais pas beaucoup de choses d'Asie. Dans la vie, il y a beaucoup de souveries. Mais le plus beau souvenir, oui, c'est celui-là. Lorsque les mamans Suzy et Vivi sont venues chercher les filles dans les VIP ou dans les boîtes, ça m'a fait du bien à tout le monde. Ça, c'est une belle souverie. Et donc, moi, j'étais parti pour remplacer à chaque fois par le mot souvenir, quand j'ai fini par entendre que ça donnait s'ouvrir, et que, évidemment, un plus beau souvenir, c'est justement quelque chose qui permet d'ouvrir les choses. Et je trouvais ce lapsus, qui n'est pas vraiment un lapsus, je le trouvais absolument incroyable. Ça magnifiait ce qu'elle était en train de raconter. Donc je me posais ces questions d'écriture et de langue à Pointe-Noire. Elles prenaient beaucoup de place dans ma tête, me mettaient vraiment très en porte-à-faux. Et c'est qu'ici, à la Grâce, en préparant cet échange, que je me suis posé un petit peu la question miroir. Quand j'écris,
Est-ce que je ne suis pas moi-même face au même défi, c'est-à-dire débrancher les fonctions de contrôle dans la langue, débrancher les marques normatives? Est-ce qu'en fin de compte, ce qui me semble insurmontable pour elle n'est pas ce que je tente moi-même de surmonter à chaque fois que j'écris un texte littéraire? Partant de là, de cette espèce de travail commun à faire sur la langue, est-ce qu'on ne pourrait pas réussir ensemble? Et puis cette dernière question, ce qui nous sépare, le français me plaçant dans le rang des assassins en quelque sorte, n'est-il pas en fait aussi ce qui nous relie, ce qui nous soude, si je cherche, en écrivant, après Kafka, à faire un bond hors du rang des assassins? J'arrive donc dans la cour du Centre-Asie en ne connaissant de Pointe-Noire qu'un autre quartier, Mpaka, et le centre-ville. Je ne sais rien du Congo, pour ainsi dire, et vraiment très peu des Congolais. Je vois des choses, j'écoute les récits qui me sont faits, je pose des questions pour comprendre ce que j'ai vu et ce qu'on me raconte. J'essaie de démêler dans les silences ce qui est pudeur ou censure, de ce qui est surprise ou incompréhension. Ah, les questions du blanc. Dans les anciens pays colonisés, on ne parle pas au Mundélé impunément. Quand on se prostitue, on ne parle pas à l'homme impunément. Et quand on est la lie de la société, rejeté par tous, on ne parle pas de soi très facilement. Parfois, on ne perçoit même plus l'intérêt de la chose, car l'ensemble de la vie sociale vous a convaincu de votre insignifiance ou de votre bassesse. Il y a donc une gêne, une sorte de honte. En dehors d'une de ses filles, au prénom complètement fou, Dieu veuille, qui a eu cette incroyable première phrase « Moi, Dieu veuille, j'étais pute de bar », les filles m'ont rarement parlé de leur activité à mots découverts ou découvrants. Elles parlent toutes de « faire la vie ». Ce qui, pour parler de la prostitution, est à la fois une façon de minorer, de banaliser, de dire le moins, et en même temps une sorte d'amplification épique ou une hyperbole, c'est-à-dire une drôle de contorsion logique. Elles m'ont dit « c'est fini, c'est le passé, je ne fais plus la vie ». Et le soir, en maraude avec les infirmières de l'ONG, je croisais certaines d'entre elles. La gêne ou la honte les pousse parfois même à ne pas vouloir devenir bénéficiaires du programme de l'ONG, de peur d'être remarquées comme filles de mauvaise vie. On en vient ainsi parfois à croire que c'est le pansement le problème, et non la blessure. Et c'est alors le signe qu'on est encore plus blessé qu'on ne croit, qu'on est encore plus blessé que ce que les soigneurs sont en mesure de voir. Si la reconnaissance pour les permanents de l'ONG est grande, voire même, j'ai vraiment vu des marques d'affection très très fortes, si certains des bénéfices pour ces filles sont absolument vitaux, par exemple le repas du midi qui est gratuit, les soins qui sont gratuits pour elles comme pour leurs enfants, néanmoins quelque chose existe, quelque chose perdure, de l'ordre d'une distance ou d'une méfiance. Cette distance, cette méfiance, elles sont parfois inconscientes, mais ça pousse certaines d'entre elles à ne pas saisir la main tendue lors des maraudes et donc à ne pas vouloir devenir une bénéficiaire du programme humanitaire ou, si elles ont saisi la perche, un jour à fuir Asie pour se fondre à nouveau dans la rue, dans la nuit des bars et des boîtes et des chambres de passe. Pour qui voudrait aider ces jeunes filles à couper avec la rue, pour les voir intégrer la sphère des échanges plus doux, pour qui voudrait gommer ce qui sépare et inventer avec elles des liens, un lieu commun, la chose est quand même un petit peu incompréhensible. C'est en fait que la prostitution est comme toute activité. Elle tisse, elle trame un quotidien fait de relations, de connivences, de choses à faire. Elle est aussi, malgré tout, une identité, et pas seulement une identité malheureuse. Une identité malheureuse, dans ma tête, c'est quand on pense qu'on n'est pas digne d'une autre identité ou d'une autre activité. Dans la prostitution, comme dans n'importe quelle autre activité, il y a les collègues de travail qu'on aime retrouver et celles aussi avec lesquelles on passe le temps à se chercher, à se provoquer, à se bagarrer. Et quelque chose que la vie de bureau ne donnera jamais et que je pouvais voir tous les soirs, le goût poivré ou très amer de l'aventure. Dieu veuille me dira ainsi que si elle a d'abord vu la prostitution comme une boucherie de viande fraîche, ce sont ses mots, se voyant, elle, comme une pièce de viande parmi les autres, elle a, au fil du temps, passé la peur ou l'effroi, elle a, au fil du temps, trouvé de quoi se réjouir dans ces nuits-là. Une joie
c'est le mot qu'elle a écrit sans que je sois à côté d'elle. Une ambiance, c'est encore un mot à elle, qui lui a plu. Pour ma part, je vais parfois toucher cela du doigt, cette espèce d'excitation, notamment dans le bordel le plus sordide où j'ai trouvé une sorte d'effervescence joyeuse ou joueuse, au moment qui plus est où la police militaire faisait une descente et où toutes les filles devaient fuir immédiatement pour ne pas être violées ou volées, voire kidnappées par ces militaires. Peut-être parce qu'on n'attrape jamais quelqu'un qui est en train de rire, et seulement les gens qui pleurent, je ne sais pas. La prostitution est aussi, comme d'autres activités, une activité tramée par des liens amoureux. Leur love, c'est le nom qu'elle leur donne tout le temps, est à la fois le coq d'une basse-cour, leur amant, le père de leur enfant, un de leurs proxénètes, un homme qu'elles se disputent, parfois très violemment. Pas une n'imagine rompre comme cela avec la prostitution, ou plutôt, pas une n'imagine rompre avec cette trame du quotidien qui est une façon, et ça je crois que c'est vraiment très très important, qui est une façon d'être au centre de la marge, c'est-à-dire d'être au centre de quelque chose. Un centre qui soigne leur marginalité. Rompre ces liens d'un coup serait leur faire violence. Évidemment, c'est une violence qui est d'une toute autre nature que celle qu'elles subissent dans la rue, mais c'est quand même une violence. Et parce que cette rupture, elle les abandonnerait en fait à la marginalité en termes identitaires, sans plus aucune socialisation. Nul n'est une île, écrivait le poète John Donne, qu'on pourrait ainsi détacher des autres sans lui faire violence. Puis, dans les témoignages que j'ai recueillis, dans les bouts de texte qu'elles écrivaient, c'est une autre violence que les filles vont me décrire, en rapport avec celle de la rue. Ou plutôt si, elles ne me décriront que la violence qui les aura jetées dans cette même rue. Cette première violence, elles l'auront subie à l'intérieur même du cercle familial. C'est l'inceste, c'est l'exclusion de la famille, les malédictions prononcées, la méchanceté, l'égoïsme, toutes les formes de dépossession. En dehors de Nancy, aucune fille ne m'a clairement parlé de la violence à quoi les expose la prostitution, donnant l'impression qu'elle est d'une autre nature, peut-être nettement moins fondamentale. Toutes, en revanche, m'ont parlé de leur famille. Est-ce que c'est justement le signe de leur jeunesse, ou que la famille a au Congo beaucoup plus d'importance qu'en France? Ça encore, c'est une question que je ne sais pas trancher. Taliane, par exemple, qui est une jeune femme très intelligente, c'est celle dont je disais tout à l'heure qu'elle a réussi à obtenir le baccalauréat. Très intelligente mais complètement brisée. Après le divorce de ses parents, elle a été plusieurs années durant violée par son père, entre ses 11 et 14 ans. Elle l'a raconté dans son journal intime, lequel a été lu par son beau-père lorsqu'elle a fui chez sa mère. Et cet homme l'a déclarée maudite pour avoir vécu une telle chose, ce qui a poussé la mère de Taliane à renvoyer sa propre fille. Et là, je précise qu'à l'inverse de tous les autres textes, le texte de Taliane, je n'ai absolument pas touché un mot de son texte. J'ai toujours pensé que j'étais effectivement maudite. Cette pensée me noircit le cœur et m'affaiblit quelquefois. Rien qu'à revoir toutes ces scènes, je fais une crise d'hypotension. Le cœur est comme un tamis. Les choses les plus douloureuses restent et les moindres passent comme si elles n'avaient jamais existé. Je peux penser que je n'y penserai plus, mais rien qu'en pensant que je ne veux plus y penser, j'y pense. Presque difficile et impossible de ne pas vouloir penser à quelque chose qui domine son être. J'aimerais ne plus me sentir coupable et maudite pour une chose dont je n'avais même pas la connaissance, mais qui me ronge petit à petit. Ce prisme des liens de famille, des malédictions prononcées, des exclusions m'éloigne un peu des filles, car notre système social n'est plus celui-là, arc-bouté à la famille ou à l'autorité qu'on peut conférer à ses parents. Ces jeunes filles ne sont jamais autant des individus que lorsqu'elles sont exclues du cercle familial. Ainsi, par exemple, de ce dicton que va citer Mwakassa, qui avait 17 ans à l'époque. « Alors je pleure à la maison, et ma fille Merveille, qui a 3 ans, elle me demande pourquoi je pleure. Je ne peux pas lui répondre, lui expliquer que si tu n'as ni père ni mère, ta vie s'arrête seulement comme ça. Maman, pourquoi tu pleures? Quand je pleure, c'est ma fille qui sèche mes larmes. » Je crois que peu de personnes diraient cela en France aujourd'hui, c'est-à-dire quand tu n'as ni père ni mère, ta vie s'arrête juste comme ça.
où le sentiment de devoir lutter pour être maître de son corps semblera le véritable enjeu, et la question de pouvoir disposer de lui en toute liberté, ou alors celle des réseaux criminels de prostitution. Notre système social est tout entier polarisé par un individualisme qui est souvent décrit comme notre misère la plus grande, misère morale et affective. Le combat de Mwakassa n'est pas un combat pour se singulariser, mais pour appartenir, pour créer ou pour recréer des liens. C'est un combat tragique et désespéré car la famille congolaise est aussi parfois un véritable argument d'escroc. Des lycéens vont me raconter qu'à l'occasion d'un décès, les enfants sont presque systématiquement lésés par leurs oncles et tantes. Officiellement, les enfants devraient hériter, mais la génération précédente met la main sur absolument tout, notamment sur les papiers qui permettraient aux enfants de prouver qu'ils sont héritiers et donc propriétaires. Cette rapacité sans vergogne, à en croire Lifty qui a 19 ans et Orlande qui a 22 ans. Une Française installée au Congo va m'en donner le contre-champ en m'expliquant que lorsqu'un homme prend une seconde épouse, il arrive, et apparemment c'est très fréquent, que la belle-mère obtienne plus ou moins le renvoi des enfants du premier lit, quel que soit leur âge. L'hypocrisie semble donc colossale. La famille est mise en avant comme l'unité de base de toute vie sociale, mais cette injonction quasi religieuse, on m'a notamment cité un autre proverbe qui dit « Les parents sont les dieux de notre terre », ne trompe que ceux qui y croient. Cette hypocrisie fait des ravages, sous couvert d'une belle morale, à la fois traditionnelle et aussi peut-être occidentalo-bourgeoise. Elle lamine les plus faibles, les plus jeunes, qui s'estiment encore redevables de quelque chose pourtant. Ainsi de Mwakassa, qui a été abandonnée par sa mère, mais pense qu'elle doit encore apporter des cadeaux à sa mère si elle veut aller la voir à l'autre bout du pays. Je reviens à la question que je posais tout à l'heure. Comment faire pour que ces très jeunes femmes arrivent à parler en leur nom propre? Quels obstacles doivent-elles lever, écarter, pour être en mesure de parler d'elles et assumer crânement leur histoire, pour se guérir en quelque sorte via l'écrit des violences qui leur ont été faites? Je m'arrête à nouveau sur la question du français. Une langue, une grammaire, une syntaxe, ce sont autant de façons d'organiser le monde, la société, les échanges, le sujet qui pense, qui s'exprime. Cette langue, c'est une histoire, c'est un présent, c'est un horizon ou un futur. Est-ce que le français n'impose pas un cadre de pensée ou une morale à 1000 lieues de ce qui se vit entre les gens dans les rues de Pointe-Noire ou de Brazzaville? La phrase française, qui est complètement polarisée ou cornaquée par le prénom sujet, par le pronom sujet, traduit-elle vraiment la façon qu'a un locuteur congolais d'entrer dans sa propre parole quand il veut parler du monde? Est-ce qu'il n'y a pas trop de pronoms sujet dans le français pour l'expression du ressenti des Congolais? Est-ce que le français n'est pas, pour eux, comme vouloir pêcher une truite avec une clé à molette ou murmurer des mots d'amour au moyen d'un char d'assaut? Ou plutôt cette question, ce français-là n'est-il pas un français de bourgeois ventripotent qui n'en pourrait plus de lui-même? Le match ne serait donc pas entre deux sphères culturelles, mais plutôt entre deux classes sociales. Quand Indura, par exemple, écrit, dans le texte que je lisais tout à l'heure, lorsque les mamans Suzy et Vivi sont venues chercher les filles dans les VIP ou dans les boîtes, ça m'a fait du bien à tout le monde. Ce n'est peut-être pas tant la trace d'une inadéquation linguistique entre une langue, le français, et une façon de percevoir le monde, la culture congolaise, que plutôt peut-être la trace d'une exclusion sociale débusquée par François Bon dans son extraordinaire livre « Prison » qui a été publié par Verdier en 1997, quand il s'arrête de manière passionnante sur le témoignage d'un prisonnier bordelais ayant écrit cette phrase qui m'accompagne depuis, que j'ai beaucoup ruminé. « Très tôt, le rejet est venu pour moi ». François Bon souligne l'incapacité de cet homme à se placer sous la forme d'un pronom sujet au tout début de la phrase pour commander au verbe en disant, par exemple, « j'ai très tôt été rejeté ». Comme le souligne François Bon encore, le fait que le sujet n'apparaisse qu'en dernier dans « très tôt le rejet est venu pour moi », c'est-à-dire qu'il plus est sous la forme d'une précision devenue complètement inutile. Je crois que François Bon utilise l'image de la queue morte. C'est le signe de l'exclusion, c'est le signe que l'exclusion dont il est ici question a été si radicale, si violente, qu'elle a affecté jusqu'à la capacité du locuteur à se penser au centre de son monde, acteur de sa vie comme de ses phrases. Le rejet est devenu le sujet acteur de la phrase. Il n'y a plus de pronom sujet humain.
Outre Indura, qui ne se distingue pas dans sa propre phrase du groupe de filles à qui va faire du bien la visite des 2 infirmières, ça m'a fait du bien à tout le monde, je vais trouver dans le quotidien des filles, dans leur façon de parler, d'autres exemples de cette disparition du sujet évacué de la phrase pour être remplacé par autre chose. Par exemple, quand je leur demandais « Comment pensez-vous que les gens vous perçoivent ?», elles pouvaient me répondre « Nasamoto Pamba », c'est-à-dire « Je ne vaux rien », ou pire, Nazan Dumba, qui joue d'une homophonie vraiment très très malheureuse entre jeune fille et bordel, et qu'on doit donc traduire par « je suis bordel ». Toutes ces séries d'effacements, de confusion, de crainte, mais aussi d'excitation et de joie, ou de fascination, peuvent peut-être s'expliquer par le fait que la rue et les gens qu'elles y croisent ne relèvent pas de l'ailleurs radical. Ce n'est pas l'étranger. Si c'était le cas, cette rue et ces gens pourraient devenir l'arrière-plan dont elle voudrait se détacher à toute force, comme un poisson qui se contorsionne lorsqu'il est jeté au fond d'une barque de pêcheurs. Mais ce n'est donc pas le cas. La transaction qui relie le client et la prostituée atténue, mais ça c'est partout, l'angoissante question de la séduction ou de l'évaluation amoureuse. Elle construit donc un pont entre le client et la prostituée, où il n'y avait jusque-là, dans le point de vue du garçon, que de l'infranchissable. La prostitution est peut-être autant la trace de la domination masculine que de sa faiblesse ou de sa fragilité. Ce lien est encore plus complexe quand l'un et l'autre, le client et la prostituée, partagent la même condition sociale. Or, j'imaginais, avant d'arriver à Pointe-Noire, juste quand on m'avait présenté le projet, j'imaginais que les clients de ces mineurs étaient évidemment les expatriés. Pour moi, ça ne faisait vraiment pas un pli. On sait à quel point l'éloignement et puis la domination économique permettent de faire tout ce qu'on n'assume pas chez soi. À Pointe-Noire, du fait des nombreux champs de pétrole, à la fois offshore et onshore, on trouve à Pointe-Noire beaucoup d'expatriés français et italiens. On connaît tous les photos de ces vieux beaux qui vont en Asie, en Afrique, trouver des gamines ou des gamins. Eh bien, je me trompais du tout au tout. La prostitution des mineurs à Pointe-Noire, et sans doute ailleurs, est une prostitution des quartiers périphériques, car ces très jeunes femmes sont interdites de séjour dans les bars de prostituées du centre-ville par les prostituées professionnelles elles-mêmes, qui refusent cette concurrence déloyale. Ces très jeunes femmes se prostituent donc dans les bars des quartiers périphériques, où même les ouvriers des chantiers chinois ne mettent pas les pieds. Les clients de ces mineurs sont donc congolais et parfois aussi jeunes qu'elles. J'en ai vu beaucoup à raser les murs une fois qu'ils passaient de l'autre côté du bar. La passe ne coûte absolument rien. Une passe, pour ces jeunes filles-là, c'est entre 1500 francs CFA et 2000 francs CFA. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je voulais déjeuner dans une paillote du centre-ville, l'assiette copieuse, c'était 6000 francs CFA. La passe ne coûte donc rien, même leur jeunesse ne vaut rien. Sans doute cela explique-t-il un petit peu que si la cour du centre Asie est pour elle un lieu où se décharger de cette question de la séduction et de la sexualité, cette même cour est, vers 4h30, un peu parcourue par un frisson. Les leçons, les activités sont toutes terminées, les filles se maquillent, elles se font belles, des fois la transformation est vraiment très surprenante. Elles vont sortir. Elles vont d'abord ramener leur enfant à la personne qui est en mesure de les garder, et ensuite elles vont sortir. Cette prostitution-là est donc indissociable de la fête dans certains de ses aspects et de leur vie amoureuse, je le disais tout à l'heure. Et beaucoup vont me dire qu'elles aiment sortir, danser, boire. Or, Dany va même me faire cette réponse vraiment surprenante de candeur, que je trouve même en fait assez magnifique et qu'on est obligé d'entendre, je crois. Mon plus beau souvenir, c'est le jour où j'ai débuté ma formation soudure. Mais aussi, je me souviens qu'avant ce jour-là, j'ai eu un autre plus beau souvenir. Mon premier plus beau souvenir a été la découverte du corps de mon love, du corps des hommes. Mais comme par la suite, cet homme-là s'est montré dur et méchant avec moi, je me suis dit que ça ne pouvait pas être ça, un plus beau souvenir, que ça ne pouvait pas être abîmé comme ça, un plus beau souvenir. Alors, c'est mon arrivée en formation qui a pris la première place de mes souvenirs.
Cette candeur, je leur dis, ça, je la trouve vraiment magnifique. Qu'elle puisse avoir encore droit au chapitre, qu'elle puisse encore être dite malgré la fin de l'amour. Et les yeux au beurre noir. Pour moi, c'est un petit miracle de la vie qui ne démissionne pas. La vie qui persiste, émerveillante, malgré le sordide. Et là encore, c'est une faille dans le regard que je porte sur ces jeunes femmes. L'expérience, venir au Congo, les rencontrer, fait apparaître une faille, et je me sépare d'une partie de moi-même grâce à elles. Ce qu'elles vivent de sordide nous sépare radicalement. Je n'ai évidemment jamais vécu des situations aussi dures, mais ma compassion, elles n'en ont rien à faire. Et ce qui persiste de vie, de joie, en elles, me permet de me séparer de moi-même aussi, d'une part de moi qui ne sait rien du pouvoir de résilience qu'il y a dans l'homme. En venant pour les aider, et peut-être est-ce que je les aide un peu, je me retrouve aidé. Les positions de surplomb social, sanitaire, culturel ou intellectuel, sont parfois le signe d'une maladie et non celui d'un confort. Ici, Ordanie, encore une fois. Un matin, donc, j'étais dans la cour du centre, et puis on nous apprend que... presque toutes les filles étaient déjà là, et on nous apprend que l'une d'entre elles va arriver, qu'elle s'est fait taper toute la nuit. Donc il y a une espèce de tension à ce moment-là dans la cour, une tension qui est vraiment palpable. Et pendant les 5 minutes qui précèdent son arrivée, j'ai vu plein de films se passer à toute vitesse. Et je me voyais un peu comme devant plusieurs possibilités. Donc, par exemple, si j'étais une sorte d'universaliste impénitent, Ordanie se pointe, défigurée, et je vois, par exemple, ma fille ou ma compagne dans cette femme-là. Et je me projette à sa rencontre pour la serrer très littérairement dans mes bras et la recouvrir de toute mon émotion, de toute ma bave littéraire. Et sans lui demander quoi que ce soit, je l'habille de ma douleur. Et ma douleur doit devenir la sienne. Mais sauf qu'en imaginant ça, j'imaginais ensuite Ordanie, 10 ans plus tard, continuer encore à rire de cette espèce d'incompréhension radicale. De fait, Ordanie, elle finit par arriver, elle entre dans la cour, et en fait, je mesure à ce moment-là que les autres filles et moi, on ne s'est pas du tout préparés de la même façon. Donc moi, je veux savoir ce qui s'est passé, mais en même temps, je me prépare juste à écouter, c'est-à-dire je ne me prépare pas à poser des questions par pudeur, parce que je veux que les choses, d'une certaine manière, viennent à moi. Je ne veux pas me retrouver dans la position de ce journaliste de France 2 là, qui, à Nice, là, il n'y a pas très longtemps, demande à cet homme ce que ça lui fait d'être assis à côté du cadavre de sa femme. J'ai envie d'un peu d'éviter ça. Mais je me tiens un peu aux aguets parce que je savais que j'allais être confronté à cette violence-là, aux traces de cette violence-là. Et donc je fais attention. Et puis bon, en même temps, je me connais aussi un petit peu émotif. Donc je me dis que là, si c'est moi qui pleure et non pas elle, ce sera quand même assez obscène. Donc je préfère rester en retrait, c'est aussi un petit peu pour ça. Mais les filles, pas du tout. Je vais comprendre qu'elles sont absolument pas dans cet état d'esprit-là. Et donc dès qu'Ordanie entre dans la cour, elle la vanne, elle lui balance des blagues, elle la lâche plus. C'est une sorte de petit carnage joyeux. C'est joyeux, mais c'est un carnage quand même. C'est vraiment des blagues griffues, un peu certaines un peu gentilles. Par exemple, il y en a une qui dit c'est parce que il est jaloux de ta beauté, il veut pas que d'autres hommes te regardent. Bon, c'est gentil, ça fait plaisir. Mais d'autres vannes étaient quand même beaucoup plus acides. Et Ordanie essaie de présenter d'abord avec un espèce de voile comme ça qui lui cachait toute une partie du visage. Elle a voulu traverser la cour comme si elle avait vraiment quelque chose à faire à l'autre bout de la cour. Et donc les autres n'ont absolument pas laissé traverser la cour. Et puis de fait, elle n'avait rien à faire là-bas, donc elle-même, en fait, elle hésitait. Et elle s'est vraiment comportée avec cette partie du visage tout abîmée. Elle s'est vraiment comportée comme comme quelqu'un qui a été battu, c'est-à-dire elle n'a plus qu'un seul œil qui est ouvert, et quand on n'a plus qu'un seul œil qui est ouvert, c'est comme si on était sur une seule jambe, quoi. C'est-à-dire
on tient pas droit, on hésite, on ne sait pas où aller. Ce moment, il va durer quand même plus de 5 minutes. Et vraiment, moi, je vais être un peu glacé quand même par l'absence de compassion. C'est-à-dire, je me dis, mais elle va fondre en larmes. Puis je la regarde en même temps, je ne sais pas si elle veut... D'abord, pleurer, c'est compliqué puisqu'elle a l'œil tout abîmé. Je ne sais pas si elle veut rire, et parce que rire aussi, ça doit tirer beaucoup sur la blessure. Et donc je la regarde beaucoup et j'arrive pas à comprendre comment elle ressent les choses. Ce que je vois, c'est que les formateurs n'interrompent pas les autres, ils ne mettent pas fin à cette scène-là. Donc je décide que je ne comprends pas ce qui se joue là et que je dois attendre. Que c'est pas mon émotion ou ce que j'aurais voulu faire de mon émotion qui est la bonne chose en l'occurrence. Donc c'est comme si le relativiste, il invite à ce moment-là l'universaliste à juste à rester un simple observateur, un peu avec cette idée que peut-être les coups de poing ne font pas mal partout de la même manière. Par exemple, dans la cour si j'essayais de me représenter dans la cour du collège de banlieue où j'ai été élève, de la banlieue parisienne, si un garçon ou une fille s'était pointé, défiguré comme ça, immédiatement tout le monde se serait précipité autour de lui ou d'elle. Il aurait été au centre d'une attention, justement d'une vraie compassion, mais une compassion avec presque un peu d'admiration, c'est-à-dire à toi il est arrivé quelque chose, c'est-à-dire oui d'accord c'est horrible et j'aimerais pas qu'on me tabasse, mais quand même je pense vraiment au collège il y a quelque chose de cet ordre-là, il t'est arrivé quelque chose de dingue. Et dans cette compassion, il y a un dédoublement qui est un petit peu étonnant, c'est-à-dire qu'on veut manifester notre amitié à l'autre en l'entourant, en étant avec lui, et que ça passe comme une forme de consolation, et en même temps, il y a quelque chose d'exceptionnel. Il lui est arrivé quelque chose d'exceptionnel qui le distingue radicalement des autres. Et je crois que des fois, il y a des formes de royauté qui sont un peu paradoxales, a priori pas très enviables, mais qui sont quand même des formes de royauté. Sauf que là, en l'occurrence, les vannes que reçoit Ordani ce matin-là, c'est comme s'il lui refuse, c'est comme si les autres filles lui refusaient cette forme d'exceptionnalité-là, quoi. C'est le vernis d'héroïsme que ça aurait pu lui donner, parce qu'elle a, d'une certaine manière, elle a approché les puissances de la nuit, ça lui est refusé. Et donc, quand je vais les questionner, c'est de fait ça qui va apparaître. Quand je vais leur demander quelques heures plus tard pourquoi il y a eu toutes ces vannes, pourquoi il n'y a pas eu un peu plus de pitié. Évidemment, les réponses, en fait, j'aurais pu les imaginer. Elles étaient très simples et très, très radicales, très fermes. Si on commence à s'apitoyer, on n'aura pas fini. Parce que moi, évidemment, dans ma petite tête, c'est juste une fois, alors que non, c'est pas une fois, c'est souvent. Donc une autre réponse, c'est oui, c'est on est habitué. Une autre évidente, c'est il faut blaguer pour pas être écrasé par la tristesse. Et donc Ordani, il faut l'aider à ne pas sombrer. Et la troisième et la quatrième, elle est la première à nous vanner le reste du temps, alors on lui rend la monnaie de sa pièce. Un fait est pour moi toujours le résultat d'une histoire, d'un contexte, d'un climat. L'universaliste qui croit que cette fille a aussi mal que sa propre fille, il ne sait que fusionner, il ne sait que rabattre les vies les unes sur les autres. Il voit de l'humain partout et rien d'autre. Il est pressé par une émotion qui le submerge, qui le rend beau à ses propres yeux. Alors il se jette sur cette idée, cette fille, ma fille, pour écarter tout sur son passage. Il ne respecte rien, là où il croit être au contraire en résonance. Il a des solutions qui sont peut-être désastreuses. Il sépare où il disait vouloir relier. En réfrénant cet élan, cette compassion, j'atténue la séparation. Je maintiens paradoxalement un lien entre les filles et moi. Mais en fait, c'est ce qui m'est apparu, c'est un lien malheureux. C'est un lien dans l'espoir d'autre chose. Et que je vais formuler de cette manière-là, qui est très paradoxale. Je ne peux pas dire « je voudrais qu'elle s'insurge mieux contre les poings des hommes », parce que ça veut dire aussi qu'elle les sente mieux. Mais évidemment, c'est l'idée, ou en tout cas, c'est l'aporie. Dans d'autres cas encore, je vais toucher le fond, c'est-à-dire que cet élan de moi vers elle n'existera même plus à certains moments. Et là, j'en viens donc à raconter l'histoire de Fanette, la sorcière, cette jeune femme que j'ai trouvée tellement désertée que j'étais vraiment pas certain de pouvoir la toucher.
Au cours de mon premier séjour, elle était là tous les jours, mais on n'a pas réussi à entrer en contact. C'est-à-dire que je lui proposais les mêmes activités qu'aux autres, je lui proposais les mêmes temps d'entretien individuel, mais ça ne se faisait pas. Et c'est seulement au cours du second séjour qu'elle est venue me trouver, presque de manière volontaire, sans que je sois allé la chercher. Et voilà ce qu'elle m'a raconté. Je suis une enfant de la rue, depuis que j'ai 9 ans. À 13 ans, je me suis retrouvée enceinte. Le garçon m'a donné 20 000 francs CFA pour que j'avorte, et il a disparu. Je ne pouvais pas accepter ça. J'ai utilisé la moitié de cette somme pour monter dans le train qui va à Brazzaville. Il m'avait dit qu'il habitait là-bas et le nom de son quartier. J'avais aussi une petite photo de lui. Le voyage est très long, 10 heures de train. Une fois dans la capitale, des gens m'ont aidé car ils étaient émus et j'ai réussi à trouver la maison du jeune homme. Sa mère m'a d'abord accueilli. Un jour plus tard, le garçon est arrivé. Il a été vraiment très surpris de me découvrir là, à 400 km de l'endroit où il croyait m'avoir abandonné. Alors, il a dit à sa maman, « C'est obligatoirement une sorcière si elle m'a retrouvé comme ça. » Quand il a dit le mot sorcière, ça m'a terrifié, c'était injuste, je n'ai pas compris. Depuis ce jour, j'ai beau prier tout le temps, on continue de m'abandonner. En tous les cas, parce qu'il a prononcé le mot terrible, il a obtenu ce qu'il voulait. Sa maman m'a renvoyé. Elle m'a donné 20 000 francs CFA pour rentrer et aller à l'hôpital. Mais l'hôpital demande beaucoup plus d'argent que ça. L'hôpital demande 60 000 francs CFA. Et puis, je ne sais pas si je voulais avorter. J'étais une si jeune femme. J'ai perdu mon enfant à la naissance. On m'a dit qu'il était en mauvaise santé parce que je n'avais pas pu voir un médecin pendant ma grossesse. J'ai donné l'argent qui me restait à une tante pour qu'elle enterre mon bébé. Et quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai demandé pour aller sur la tombe de mon enfant. Là, j'ai appris que pour garder une partie de l'argent, il n'y avait pas eu d'enterrement, qu'elle avait seulement payé un homme pour jeter mon bébé dans un ravin. En vrai, Fanette ne m'a pas raconté ça. En vrai, Fanette ne m'a dit qu'une seule chose, après m'avoir tourné donc autour pendant plusieurs jours. Dans les entretiens individuels, en fait, je ne m'éloignais pas, je restais dans la cour pour que les filles voient bien ce qui se passait et que c'était vraiment des entretiens où il n'y avait rien de secret. Et donc, j'ai voulu commencer comme ça l'entretien avec Fanette, et en fait, elle ne me parlait pas, je voyais ses lèvres bouger, j'entendais rien du tout. Alors, une fois, 2 fois, je lui ai dit « parle plus fort », et il y avait un problème. Donc, j'ai fini par comprendre, je lui ai proposé qu'on aille dans une des salles de classe, et là, rebelote, vraiment, je ne comprenais rien à ce qu'elle me disait, elle parlait tellement bas. Et donc ça a été très lent, très laborieux, et j'ai pu noter que 3 ou 4 phrases. Et en fait, ce mot qu'elle ne voulait pas prononcer à voix haute, c'était le mot sorcière. C'était pas le mot pute, le problème c'était le mot sorcière. Elle était encore effrayée par le mot, c'est-à-dire elle n'arrivait pas à le dire. Alors pourquoi est-ce qu'elle me l'a confié ? Peut-être parce que je suis blanc et que les blancs ne croient pas aux sorcières, ou alors parce qu'elle a reconnu en moi quelque chose qui serait le contraire du réflexe d'exclusion. Elle ne voulait surtout pas prononcer le mot sorcière parce que si jamais les autres filles dans la cour l'apprenaient, elle l'exclurait de la même manière. Donc en fait, elle m'a confié le plus lourd. Elle ne m'a pas raconté son histoire, elle m'a juste quasiment dit ça. Le plus lourd, le plus difficile à dire. Donc me parler, me le dire, c'était presque un exorcisme. C'était briser la solitude du secret beaucoup trop lourd. Elle n'est pas une sorcière, mais on a dit qu'elle l'est, et c'est un secret épouvantable. Et donc elle va avoir cette phrase, qui n'est donc pour le coup pas de moi, c'est une des 3 phrases que j'ai pu écrire sous sa dictée. « Depuis, je ne cesse de prier, mais on continue de m'abandonner. » C'est pas moi qui l'ai écrit, je ne sais pas écrire des phrases si déchirantes que ça. Des phrases qui déchirent et qui recousent dans le même temps, car elle crée tout de même cette phrase, une dérisoire communauté entre elle et moi, puisqu'elle m'a jugé capable de recevoir cela. Entre elle et vous, puisque les filles savaient que j'allais faire connaître leur vie, que j'allais parler de leur histoire. Il y a donc de la communauté entre Fanette et nous, et il faut croire que ce n'est pas rien, autrement elle ne m'aurait pas parlé. En dehors de mon regard sur elle, dans le temps de ces échanges, évidemment, c'est une communauté qui est un peu abstraite. Là, elle ne sait pas que je suis en train de raconter son histoire.
Mais je crois qu'il y avait quand même, donc, autour de ces échanges, une sorte de consolation minimale, qui était fragile comme une bulle de savon, mais réelle comme une bulle de savon. Fanette n'est pas la fille dont j'ai été le plus proche, c'est avec Nancy que j'ai beaucoup parlé. Nancy est toute petite, et apparemment c'est un gros problème le soir. Elle a 18 ans, elle est très vive, elle est très drôle, elle est très peste aussi, mais en fait je l'ai découverte vraiment gentille. Elle est d'une certaine manière très forte et aussi friable. Elle est séropositive, elle n'est pas née au Congo, Brazzaville, mais en RDC. Elle est donc clandestine, donc elle peut être expulsée à n'importe quel moment. Et avec Nancy, on avait beaucoup de discussions un petit peu légères, et puis 3 jours avant mon départ, avant la fin de mon 2e séjour, elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus de Pointe-Noire, qu'elle n'en pouvait plus de la violence dans la ville, et qu'elle avait besoin de partir. Et elle m'a sorti cette phrase incroyable, elle m'a dit « Il y a trop de sirènes ici ». Alors je lui dis « Pardon ?» Et elle me dit, parce que pour moi les sirènes c'est plus à Copenhague et chez Ulysse, quoi. C'est pas vraiment sous l'équateur. Et elle me dit, oui, les sirènes elles vivent dans l'océan, et le soir elles prennent forme humaine, elles viennent en ville, elles nous volent notre âme, et puis ensuite elles repartent dans l'océan. Alors j'étais vraiment un petit peu estomaqué, mais j'ai tout de suite compris que là encore il fallait que je me taise, qu'il fallait pas que je fasse le malin, que ça avait pas de sens. Et puis surtout, en fait, j'ai été un peu rattrapé par mon innocence, quoi. C'est-à-dire, oui, évidemment, l'Afrique, la sorcellerie. Enfin, j'avais réussi à passer plein de séjours comme ça sans me poser cette question-là, et qui tout d'un coup là me revenait, presque m'alpaguait avant de repartir. Et donc, je vais appeler des amis, les lycéens dont je parlais tout à l'heure, Lifty et Orland. Je voulais à tout prix avoir un autre regard sur cette question-là, leur poser des questions. Et donc je vais les retrouver le lendemain. Encore une fois, je vous dis, ils ont 19 ans et 22 ans, ces 2 lycéens. Et je vais les retrouver le lendemain. Et en fait, ils vont me dire des choses encore plus abracadabrantes. C'est-à-dire, ils vont me dérouler comme ça le fil de toutes les croyances, de toutes les superstitions. Et vraiment, je me pinçais des fois pour pas rire. Et je vais vous en donner un exemple concret. Par exemple, Lifty, qui est une jeune femme, là encore, qui est une jeune femme magnifique, pleine de vie, avec qui on a beaucoup travaillé dans ce projet théâtre, qui est elle aussi très intelligente. Elle va me parler des maris de nuit. Alors, je ne sais pas si parmi vous, certains voient à peu près de quoi il s'agit. Et donc, je vais la citer très exactement. Elle dort et elle est tout d'un coup éveillée par une chaleur, des picotements, mais elle est complètement bloquée. Elle ne peut ni bouger, ni crier, seulement voir. Et là, je la cite vraiment avec les guillemets. « S'il veut m'embrasser, ce mari de nuit, ou me faire l'amour, je vais tout ressentir, mais sans pouvoir bouger. Il me fait ce qu'il veut et il s'en va. Il vient, il t'épuise, tu éjacules ou tu ressens du plaisir, mais presque à ton corps défendant. » Et Orland va ajouter « Du coup, des fois, ça te fait des enfants dans le monde astral, mais toi, dans ce monde-ci, tu ne le sais même pas. » Alors là, évidemment, je suis peut-être comme tout le monde ici, immédiatement j'ai en tête l'expression pollution nocturne, mais immédiatement aussi je me dis, tiens, quand même, leur monde est un peu plus beau que le mien. C'est-à-dire, je crois que je préfère leur histoire de mari de nuit ou de femme de nuit à l'idée de pollution nocturne. Je me dis, il y a quand même beaucoup plus de vie, de bizarrerie dans les fables qu'ils se racontent. Alors, il continue avec les maris de nuit, donc ils sont très jaloux, ils cherchent facilement à te mettre en contradiction avec ta petite amie ou ton petit ami, c'est-à-dire à te créer des problèmes qui pourront aller jusqu'à la séparation, qui ravirait le mari ou la femme de nuit. Là, c'est encore une citation, « Si tu es marié et que tu as une femme de nuit, ça ne marche pas. Si ta femme te retrouve mouillée au matin, elle ne peut que s'énerver. » Alors, je les écoute donc en regardant passer au loin la barbe du bon docteur Freud. Pour chaque fantôme ou chaque sorcier ou chaque sirène, j'ai en effet un terme correspondant qui me permettrait de traduire ces fables en langage rationaliste, scientiste, tueur de fantômes. Et pourtant, je ne vais pas le faire, car d'emblée, donc cet autre langage va me sembler bien dérisoire, ou mieux, il va me sembler triste. Que m'apporteraient ces explications françaises ? Leur monde est peuplé, incroyablement peuplé, et par des êtres ou des entités de nature très diverses qui parcourent ces univers, qui passent de l'un à l'autre, se transforment. Les liens sont infinis, sont excessivement complexes. C'est un monde de seuils, de passerelles, de filins. Ces liens me font envie, en fait. La séparation radicale entre ces mondes et moi, à ce moment-là, est un pincement, une forme de solitude. Et puis, si je suis honnête,
Cette description du monde, en fait, elle n'est pas si exotique. Et là, je vais vous parler d'une grande tante qui a 103 ans et qui est une bigote comme rarement, une grenouille de bénitier qui allait 2 ou 3 fois à la messe par semaine quand elle était encore autonome et qui m'a un jour raconté une des anecdotes les plus drôles que j'ai jamais entendues. Parce que c'est quelqu'un donc, qui est excessivement respectueux de tout ce qui est prêtre, diacre, enfant de chœur, bonne sœur, moine, etc. Et un jour, elle va à la messe à Notre-Dame et elle se met très très loin, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de chaises vides. Et là, il y a un jeune diacre qui se pointe et qui vient la trouver, qui lui dit « Mais enfin, madame, enfin, n'hésitez pas à avancer, regardez, il y a toutes ces chaises vides. » Et là, donc, malgré tout le respect que normalement elle a pour ces gens-là, cette grande tante qui, à l'époque des faits, à 90 ans, lui répond du tac au tac « Ces chaises ne sont pas vides, si vous pensez qu'elles sont vides, changez de métier. » Bref. Donc, entre cette grenouille du bénitier qui a passé toute sa vie dans le 6e arrondissement et ces lycéens de Pointe-Noire ou ces filles mères qui se prostituent, en fait, il n'y a plus d'une passerelle possible. Bref, je reviens aux 2 entretiens, celui avec Nancy et puis celui avec Lifty et Orland. Ces 2 entretiens accumulés donc en l'espace de 24 heures, c'est vraiment pour moi, pardon de le dire aussi naïvement, mais c'est ma vie, une grande bouffée d'oxygène. En fait, je suis là au cœur exactement de ce qui nous sépare. Parce que concrètement, pour moi, c'est quand même impossible de croire stricto sensu à ce qu'ils viennent de me raconter. Mais je reçois tout ça avec une curiosité et une joie qui font quand même tanguer un peu ce à quoi je crois, c'est-à-dire ce qui construit mon monde. C'est un espèce de mélange de rationalisme, de psychologie dressée comme une science, tout ce qui fait l'éducation d'un petit Européen, quoi. Ça tangue, ça faceille, comme on dit, d'une voile qui n'est plus gonflée par un vent sûr. Ce qui me sépare de Nancy, Lifty et Orland est aussi ce qui crée mon désir d'eux et aussi mon désir d'Afrique. Ce qui me sépare d'eux est aussi ce qui tend un pont entre les 2 berges différentes où nous nous trouvons. Je désire quitter la mienne, où j'étouffe, je le mesure en les écoutant. J'ai besoin d'un autre rapport au monde, aux vivants, aux gens qui m'entourent. Mais je ne peux pas ne pas entendre que ces explications magiques sont aussi convoquées parfois avec le cynisme le plus écœurant. Et ça, c'est Claver Mabiala qui va me l'assurer. Donc Claver, c'est un metteur en scène de Pointe-Noire qui a une 40aine d'années. Quelqu'un qui est très en colère, mais ses colères souvent aiguisent son intelligence. Donc lui aussi, je lui demande qu'on se voit une dernière fois très rapidement. Je veux à tout prix l'interroger sur la question du surnaturel. Et il va me prendre un exemple très très différent de ce que je viens de dire. Il va me décrire par exemple un quartier dévasté par la crue d'une rivière. Donc plusieurs maisons emportées, des morts, des familles qui se retrouvent sans toit. Et ben, il dit immédiatement, les élus du quartier ou les élus de la ville vont mettre ça sur le compte d'une sirène bien connue qui est à l'origine de quantité de catastrophes naturelles sur Pointe-Noire. Et donc tout de suite, c'est l'explication qui va s'imposer. Alors que pour Claver, c'est absolument évident, c'est que ces terrains qui ont été vendus par ces mêmes élus, évidemment, n'auraient jamais dû être vendus puisqu'ils étaient en zone non constructible, dangereuse, etc. Et que mettre ça sur le compte de la sirène, c'est une façon de se dédouaner de leur impéritie ou de leurs diverses escroqueries. Et il ajoute, comme c'est l'œuvre d'une sirène, il va falloir faire des sacrifices pour calmer la colère de la sirène. Et donc tous ces gens qui sont pauvres et qui n'ont plus rien, ils vont en plus utiliser de l'argent pour acheter des bêtes, faire des sacrifices, et donc ils vont rester pauvres, c'est-à-dire politiquement complètement inoffensifs. J'écoute Claver, sa lucidité et sa colère me permettent de voir passer la barbe du bon Karl Marx. Et je me souviens que Lifty et Orland, qui étaient donc pourtant hyper convaincus par le monde qu'ils me décrivaient, je me souviens que eux deux m'ont aussi dit: si tu n'arrives pas à atteindre un concurrent par les voies normales, tu le déclares sorcier et hop, il est écarté. Je me souviens aussi de Gabriel Mpemba, un des éducateurs du Centre-Asie, qui m'expliquait ce que sont exactement les enfants sorciers. Parfois, quand une famille est particulièrement pauvre, les parents inventent ça pour virer leur propre enfant et ainsi alléger les charges qui les étranglent. Tout le monde se détourne des sorciers dont on craint le rayonnement magnifique. Si je résume donc la situation pour tous ces jeunes, c'est « vénère tes parents, mais fuis-les à toutes jambes ». Les injonctions contradictoires rendent parfois complètement fou. J'ai commencé tout à l'heure en posant une hypothèse poétique. Le fait d'avoir, elle et moi, à travailler le français de la même façon et peut-être dans le même but,
me relie à ces très jeunes femmes. Pour elles, comme pour moi, il s'agit de faire rendre gorge aux dictons et proverbes qui enferment ou écrasent. C'est Nicolas Bouvier qui disait « Je déteste les proverbes, ce sont les crottes de l'esprit ». De faire rendre gorge aussi aux mots qui trompent, qu'on ne peut pas habiter car ce sont soit des vêtements trop larges, soit des vêtements trop petits. D'essorer la langue de toute cette morale, de toutes ces formes préconçues. Parler d'hypothèse poétique ne veut pas dire que c'est une utopie dérisoire, mais plutôt qu'elle se présente face aux faits, face à l'œil au beurre noir d'Ordani, face à la sociologie, face à l'histoire, en étant complètement désarmée. En fait, c'est juste un espoir, c'est juste un désir ou une énergie, et non pas une chose acquise. C'est l'espoir de découvrir du lien là où il n'y a que de la séparation. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, on connaît tous ce titre. Mais si j'ai raconté l'histoire de Fanette, si j'ai décrit sa façon de se tenir droite et perdue au sein de cette histoire, et là il faudrait que chacun vienne voir le portrait que j'ai fait d'elle et qu'on a publié là dans la petite brochure. Sans doute est-ce que j'ai besoin en fait de cette chose qui dans son histoire me tient en respect, qui est peut-être le sentiment d'une coupure fondamentale justement. Cette coupure, c'est la condition du don, du mouvement vers l'autre et donc aussi à l'intérieur de soi. Si nous sommes tous reliés, comment est-ce qu'on pourrait espérer bouger? Si l'homme est le même sous toutes les latitudes, à quoi ça sert de voyager? Et là, je me souviens j'avais entendu une fois Jacques Derrida qui parlait des comités vérité et réconciliation en Afrique du Sud après l'apartheid. C'est-à-dire, en Afrique du Sud, ils avaient décidé comme ça, non pas d'intenter des vrais procès, mais justement d'organiser des espèces de temps de parole. Et Derrida disait cette chose très simple mais fantastique, il disait « Il n'y a de pardon que quand la chose est impardonnable. Sinon, ce n'est pas du pardon. C'est-à-dire, il y a du pardon que quand c'est impossible de pardonner. » Et moi, je me demande si le don ne peut pas exister que s'il y a une coupure radicale. Quand Fanette dit « Depuis, je continue de prier, mais on continue de m'abandonner », elle décrit cette coupure, une tragédie que je peux comprendre, mais cette phrase, moi, je n'en aurais jamais été capable. La coupure, c'est donc aussi pour moi, car la rencontre avec ces filles vient souligner tout ce qui m'est impossible. À un autre niveau encore, cette coupure entre elle et moi, car Fanette ne m'implore pas, ni les salariés de l'ONG. Encore une fois, son visage, son regard le dit bien, elle ne demande absolument rien. Et ça, c'est très très déconcertant, évidemment. Alors je dois faire attention, car donner à quelqu'un qui n'a rien demandé, c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi. Ce creux, cette étrangeté radicale que seules des années passées avec Fanette pourraient peut-être résorber, c'est avant tout un appel d'air qui a sur moi une force inouïe. Et je crois que peut-être toute la littérature pourrait être décrite comme ça. C'est comme la trace de cet appel d'air. On est coupé des autres, alors par les coups de poing ou les caresses, on cherche à les atteindre, par la parole et par l'écrit aussi. C'est dans ce creux qui nous sépare, Fanette et moi, que je trouve l'énergie et le désir d'écrire comme je désire écrire, c'est-à-dire en étant d'abord changé par ce que j'écris, en ne m'y retrouvant pas, en déshabillant le bourgeois ventripotent, ce gros plein de lui-même dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut à l'écriture une distance à franchir. Je dois plonger les mots et les phrases apprises dans un bain d'étrangeté qui leur tournera la tête, qui les déverrouillera. Ce qui me relie à ces jeunes femmes, c'est exactement tout ce qui m'en sépare. C'est dans cette séparation que je peux, mais plus encore que je veux aller vers elles. Car c'est elles qui recèlent celui que je vais être, celui que je ne suis pas encore. Ma mobilité intérieure, c'est elles qui la rendent possible. Et c'est ce dont j'ai envie, ce que je désire. Quant à savoir si je les aide pareillement à se tenir en paix au centre du récit qu'elles fondent leur vie, ou à se projeter concrètement dans une autre vie, ça évidemment c'est impossible à dire. Quant à savoir si de la même façon je recèle un peu de ce qu'elles doivent devenir, c'est impossible à dire. Elles seules pourraient répondre, mais n'étant pas l'universaliste que je décrivais tout à l'heure, je dois être cohérent, ne pas parler à leur place, c'est-à-dire me taire.